Nous allons donc évoquer aujourd'hui quelques points de rencontre possibles entre littérature, art poétique et création olfactive, parce qu'il sera question à la fois de sensibilité et d'émotion, mais aussi de mots et de formulation. En effet, la littérature et la création olfactive s'accordent pour reconnaître les liens étroits entre odorat, mémoire, intimité, émotion, et tous deux s'en remettent à ce que l'on pourrait appeler la puissance d'évocation de l'odorat. Mais pourtant, se placer du côté de l'écriture ou de la création olfactive constitue un véritable défi de définition et de formulation, tant pour le poète que pour le parfumeur, pour décrire avec précision toutes les qualités d'une odeur. Et c'est ce paradoxe devant lequel nous sommes placés aujourd'hui, la mise en relation de la création poétique de Francis Ponge et de la création olfactive, puisque l'odeur est une composante du monde sensible de Francis Ponge, mais invisible, impalpable. Elle n'est jamais l'enjeu d'une description d'un objet regardé à portée de main qui pourrait être palpable. L'odeur, essence du cœur des choses, peut émouvoir le poète, engager son être tout entier, créer chez lui des réactions violentes, physiques, mais l'écrivain veut la tenir à distance pour garder une forme d'objectivité. Alors, avec Jean-Christophe Hérault, nous allons parler donc du parti pris des choses avec l'huître, de la rage de l'expression avec le mimosa et la guêpe, c'est-à-dire de textes en prose, certains sont clos, certains sont ouverts, c'est-à-dire que certains proposent, comme en parfumerie et en chimie, une formule, une définition synthétique de l'objet observé, et de l'autre côté, dans les textes ouverts, on voit plutôt les étapes de la recherche déployée dans la recherche de cette formulation, de cette formule, en déployant de multiples variations. C'est pourquoi la démarche de Jean-Christophe Hérault est passionnante, car elle n'est pas une illustration olfactive de texte, mais bien une création elle-même, soit la proposition d'un équivalent olfactif au texte, tant dans son élaboration que dans sa réalisation effective, et je crois qu'on va sentir des petits échantillons tout à l'heure. Et nous parlons aussi aujourd'hui en présence d'Armande Ponge, la fille de Francis Ponge, qui nous fait l'honneur et le grand plaisir de se joindre à cet échange. Alors Marie, avant de continuer, permettez-moi de vous présenter. Donc, vous êtes attachée de recherche à l'École normale supérieure de Paris. Vous terminez une thèse spécialisée en poésie du 19e et du 20e siècle et vous faites partie de l'équipe administrative et éditoriale de la Société des lecteurs de Francis Ponge. Armande, vous êtes aujourd'hui la directrice de la fondation, la directrice des archives familiales Francis Ponge. Vous avez été l'assistante de Jean Dubuffet et vous avez été la directrice de la fondation Dubuffet. En effet. Donc nous pouvons continuer. On va continuer pour parler tout d'abord de la relation de Ponge avec les odeurs, avec le parfum, avec tous les éléments paradoxaux que j'ai énoncés tout à l'heure. Parce que Ponge s'intéresse aux objets qui sont autour de lui. L'objet est pour ainsi dire muet, parce qu'il n'est pas regardé par le poète, qui lui, à son tour, lui prête ses mots. C'est cela le parti pris des choses, c'est réussir à énumérer les qualités propres qui font la singularité de la chose, sa choséité, pourrait-on dire. D'ailleurs, Ponge le dit dans sa créative méthode, il dit qu'il cherche à réussir à dire la qualité de, je cite, la présence des choses, leur évidence concrète, leur épaisseur, leurs trois dimensions, leur côté palpable, indubitable, leur existence, dont je suis plus certain que de la mienne propre. Mais justement, ce qui est paradoxal chez Francis Ponge, c'est que malgré cette intense attention à ce que sont les choses, il n'accorde pas beaucoup d'attention à leurs odeurs, mais il signale parfois, tout au plus, qu'elles sont parfumées. Alors on va comme ça entrer dans le bureau du poète, qui fumait beaucoup, qui fumait dans des nuages de fumée de cigarettes. Mais la cigarette, chez Ponge, elle est décrite comme une petite torche beaucoup moins lumineuse que parfumée. Mais finalement, il dit très peu de cette odeur parfumée. Il est encore moins question de l'odeur du café, qui est pourtant bu à grand renfort de tasse.
Et parmi les autres composantes de cet univers familier, chaleureux, réconfortant comme l'édredon qu'il décrit aussi, on note l'huître, dont on parlera tout à l'heure, l'orange, le pain sur la table, la bougie, les pommes de terre en train de cuire et bouillonnant dans la casserole. Et tout cela est regardé dans le moindre détail, ainsi aussi que les objets de la modernité industrielle, comme le poêle, la lessiveuse, l'appareil du téléphone, le radiateur parabolique. Mais pourtant, on entendra parler de leurs détails, on entendra parler de leur bruit, mais très peu de leurs odeurs. Il n'est par exemple absolument pas question du charbon, du poêle ou des odeurs de lessive, de la lessiveuse, dont Armand nous a dit que c'était une grande opération à la maison. De même, à la campagne, on décrit des murs, des fougères, du pré, de l'herbe, mais toujours convoqués sans notation olfactive. À la limite, il est un tout petit peu question du bois, dans le bois de tabac, comme dit Ponge, ou de l'odeur de la poudre grâce à un fusier tiré dans les sous-bois, dans un texte qui s'intitule « Au printemps ». Dans le jardin du poète, même scénario. Dans le Midi, on entend parler, ou on entend lire le lilas, le magnolia, l'abricot, la figue, mais qui ne sont jamais décrits pour leurs odeurs, pour leurs senteurs. Il faut ajouter, car on en reparlera tout à l'heure pour l'huître, qu'il en est de même pour les notations de bord de mer, aucune évocation, par exemple, des notes maritimes ou des respirations iodées. En revanche, il est question d'un parfum de fleurs, c'est le parfum des roses, un peu plus précisément que pour les autres fleurs. Le parfum s'échappe de ce que Ponge appelle le flacon des roses, pour parler des boutons, exerce une séduction sur le poète, mais cette séduction risque toujours d'étouffer la parole. C'est pour ça que le texte s'appelle « La parole étouffée sous les roses ». Alors pourtant, le texte s'achève sur une très jolie note lyrique, puisque la vision de l'agitation des fleurs, des roses dans le vent est comparée à de délicats petits mouchoirs parfumés qui s'agitent pour le passant. Donc on voit finalement que malgré l'absence de description olfactive dans les textes de Ponge, il y a une immense sensibilité de Ponge au parfum. Et notamment, il décrit dans une note que Armand a relevée pour moi, une note du 17 avril 1967, plusieurs plants de lavande et un plant de thym sauvage admirablement parfumé, en désignant une cueillette qu'il a faite après une promenade en bordure de route dans les Alpes-Maritimes. Donc plus précisément, et là Armand va nous lire un texte qui est aussi une note inédite des archives familiales pongiennes, la sensation olfactive est liée au premier souvenir du contact avec le monde et correspond à l'éveil du poète, à la sensualité et à la sensibilité. Parmi les premiers émois olfactifs du poète, on peut notamment compter le souvenir de l'odeur de l'eucalyptus et surtout, et cela nous intéresse aujourd'hui, celui du mimosa sur la côte d'Azur. Oui, en effet. Les vacances se passaient près de Saint-Raphaël, à Bolouris, et voilà ce qu'écrit mon père au sujet de l'eucalyptus. J'en ai connu quelques-uns à Bolouris, dans un chemin vert amer, entre deux propriétés magnifiques et interdites. L'on se demandait chaque fois, j'avais alors 5 ou 6 ans, s'il n'allait pas s'en détacher quelques branches pour vous tomber sur la tête. C'est là également qu'il respire avec bonheur l'odeur du mimosa. Il a été l'une de mes adorations, de mes prédilections enfantines, beaucoup plus que n'importe quelle autre fleur. Il me donnait de l'émotion. Seul de toutes, il me passionnait. Je doute si ce ne serait pas par le mimosa qu'a été éveillée ma sensualité. Si elle ne s'est pas éveillée au soleil du mimosa. Sur les ondes puissantes de son parfum, je flottais, extasiée. Alors on voit que chez Francis Ponge, le parfum provoque en réalité une immense émotion. C'est une réaction à la fois affective et physique, sensorielle et sensuelle. Il compare par exemple la couleur et la senteur de la fleur de l'œillet avec la culotte d'une jeune fille que l'on déshabille de ses dents. Et il assimile la violence de cette réaction affective et physique à un éternuement
comme il l'écrit dans ce texte de l'œillet, à les respirer, on éprouve le plaisir dont le revers serait un éternuement. C'est un motif respiratoire que l'écrivain varie dans le texte pour le synthétiser finalement dans une formule, comme le parfumeur synthétisera lui-même la sensation dans une formule dense, suggestive pour le poète par les sonorités, un parfum d'essence sternutatoire. Mais comme le laissaient entendre les mots de Francis Ponge relevés par Armande, cette émotion semble être à la fois une suscitation de l'écriture, on a envie d'écrire sur l'émotion suscitée, mais également un empêchement. Il le dit comme cela: comment se fait-il que le mimosa ne m'inspire pas du tout alors qu'il a été une de mes adorations? Mais en effet, pour parvenir à écrire sur le mimosa, il n'y a pour lui qu'une solution, c'est d'écrire le mimosa pour lui-même. Il faut maintenant en venir au mimosa sans moi. La nature même de l'olfaction, sa puissance évocatoire qui fait surgir immédiatement les souvenirs intimes, oblige Francis Ponge à les mettre à distance dans son projet d'écriture. Par exemple, il faut écrire le mimosa pour le mimosa en se débarrassant des souvenirs personnels, des évocations intimes, d'une certaine manière par respect pour le mimosa et même par gratitude pour le plaisir qu'il lui a causé. Donc, Ponge tient à mettre à distance l'émotion que lui procure le parfum, l'olfaction. Alors comment, on va le voir là avec Jean-Christophe Hérault, sa description de la guêpe, du mimosa, de l'huître peuvent-ils être transposés dans le vocabulaire de la parfumerie, alors même que le vocabulaire semble imprécis, limité pour décrire en général en français les impressions olfactives. Comment répondre à cette création verbale, poétique, par la création olfactive? Parce que l'écrivain cherche, lui, à transcrire une impression, donc il a cette idée de 3 étapes à suivre: impression, description, explication, comme on le ferait dans une démarche scientifique. Et il dit d'ailleurs que ces textes sont des définitions de description. Alors on va peut-être commencer maintenant par l'huître. Ponge évoque l'huître dans un texte dense, clos, extrêmement court. Il s'agit de dire, d'une façon ramassée et dense, toutes les particularités de l'huître dans une description précise et concrète, comme va nous le lire Armande. À l'intérieur, l'on trouve tout un monde à boire et à manger, sous un firmament, à proprement parler, de nacre. Les cieux d'en dessus s'affaissent sur les cieux d'en dessous, pour ne plus former qu'une mare, un sachet visqueux et verdâtre, qui flue et reflue à l'odeur et à la vue, frangé d'une dentelle noirâtre sur les bords. Parfois même, une très rare formule perle à leur gosier de nacre, et on verra que la nacre est importante aussi pour Jean-Christophe Hérault, d'où l'on trouve aussitôt assorné. Alors peut-être on peut, Jean-Christophe, commencer à évoquer comment cette dimension concrète, descriptive, extrêmement précise, vous parle en tant que parfumeur. En tant que parfumeur, moi j'ai vraiment été touché par le terme visqueux et verdâtre. En fait, ça pourrait être perçu de manière péjorative, mais dans le contexte de la poésie de Francis Ponge, au contraire, je pense que c'est l'envie d'aller jusqu'au bout des choses et de ne pas se limiter aux conventions, et même s'en libérer. Et donc c'est cette manière de faire, cette vision qui m'a inspiré à créer une odeur d'huître. Parce qu'en effet, en parfumerie, on utilise des notes marines, mais il y a une convention derrière ces notes marines. Ce sont des notes fraîches, propres, qui évoquent les embruns marins. Mais ici, dans le cas de l'huître, on est tout à fait dans un registre un peu différent, puisqu'il y a un cocktail de notes vertes dans les notes coquillages, les notes huîtres, qui sont des notes qui sentent l'algue, qui peuvent sentir le chien mouillé, voire même le chou-fleur. Et donc, pour moi, ça exprime vraiment cette dimension de verdâtre. En outre, la notion de viscosité, visqueux, pour moi, ça m'évoque le terme de laiteux. Quand on dit qu'une huître est laiteuse, ça m'évoque la chair de l'huître, son côté protéiné. Et donc, j'ai associé aussi aux notes vertes et aux notes marines un aspect laiteux protéiné. D'ailleurs, je vous propose de sentir ma création parfumée ensemble.
Donc vous allez voir, en associant ces notes vertes à ce côté laiteux protéiné et aux notes marines usuelles, on obtient un résultat très figuratif, extraordinaire, qui évoque vraiment l'huître et qui, pour moi, est vraiment dans cette démarche sans concession où on va jusqu'au bout des choses pour être le plus figuratif, le plus réel possible. Mais alors, je me demande comment, pour être aussi proche et aller au fond de la description, comment évoquer la nacre? Bien justement, la nacre, c'est un élément que je trouve aussi très intéressant. C'est un élément de l'huître qui est dans la coquille. C'est un élément précieux. Moi, je trouve très beau le phénomène d'irisation de la nacre. Et donc, j'ai voulu l'exprimer par un cocktail de notes florales. Des fleurs aux tonalités différentes qui reproduiront cette irisation. Donc, de la rose, du jasmin, du néroli, qui est de l'essence de fleur d'oranger, de la violette. Et ce sont toutes ces nuances qui créeront le phénomène d'irisation. Tout à fait stupéfiant. Le résultat est stupéfiant. On peut peut-être continuer d'ailleurs avec un autre texte, avec le texte du Mimosa dont on a beaucoup parlé, qui appartient à un autre recueil, La rage de l'expression. On parle de texte de forme ouverte car la description se déploie sur plusieurs pages en suivant une logique comparative du principe analogique selon un processus en fait d'auto-engendrement de l'écriture. Donc je sais qu'il a beaucoup inspiré et touché Jean-Christophe Hérault, car la littérature ici a l'ambition d'être un moyen de connaissance, et on va voir comment peut-être, Armande, dans le texte, le mimosa est décrit par Francis Ponge. Floribond à tue-tête à démentir leurs plumes, déplorant le bosquet et offusqué jusqu'au cœur par la violette austérité de ta splendeur, azur, narine, baie, inspirant leurs oracles, floribond odorant à décourage plume, ils piaillent d'or les glorieux poussins. Alors peut-être je peux préciser qu'un tout petit peu plus haut, le mimosa est décrit comme un personnage de comédie qui arriverait poudré comme un Pierrot, mais un Pierrot qui aurait un costume à pois jaunes. Et c'est cela le mimosa quand il apparaît sur le ciel bleu. Et peut-être, Jean-Christophe, on pourrait commencer par évoquer comment vous traduisez, vous, les plumes des poussins, le poudré du Pierrot et du duvet. Peut-être qu'avant ça, je peux vous faire part de ma première expérience, ma première rencontre avec le mimosa, quand en allant dans cette forêt de mimosa située sur le massif du Tanneron, j'ai vu cette forêt jaune évoquant le soleil d'une couleur très vive, avec un ciel bleu azur qu'on peut voir dans le sud de la France en hiver, et ça a été déjà un choc visuel. Et, ce qui est extraordinaire, c'est que le Tanneron, cette colline, n'est-ce pas, est couverte de mimosa. Exactement. L'abondance, la pluralité de ces arbres, de ces arbustes en fleurs, oui, il y a de quoi perdre la raison. Et alors, être enivré, enfin. Tout à fait. L'odeur du mimosa est enivrante. Et alors moi, j'ai eu une expérience olfactive assez singulière. J'étais donc en voiture à plusieurs kilomètres de la forêt, et m'approchant, j'ai découvert toutes les facettes d'odeur qui composent l'odeur du mimosa. Parce qu'en fait, les constituants naturels de l'odeur du mimosa ne voyagent pas de la même manière dans l'air. Et donc, en m'approchant, j'ai pu constater, découvrir la facette poudrée, le côté violette, la facette anisée, et puis, à la fin, l'aspect vert de violette, et même son aspect solaire. Et en fait, moi, cette expérience, ça m'a vraiment nourri, parce que, jeune parfumeur, je trouvais que le mimosa était un sujet très compliqué.
c'est une fleur qui a une odeur anisée très développée et qui ressemble peu finalement aux autres fleurs. Et donc j'avais du mal à trouver le truc qui me permette de créer cette illusion et de reproduire l'odeur de mimosa. Et bien sûr, j'en ai parlé, la facette poudrée. Et quand moi je lis Ponge et qu'il parle des poussins, les poussins voilà, qui piaillent, pour moi, et le duvet des poussins, ce côté duveteux, pour moi ça évoque vraiment le côté poudré de l'odeur du mimosa. C'est vraiment troublant. Et alors, il y a autre chose qui m'a troublé dans cette série de textes, c'est par la violette austérité. Et en fait, dans cette partie-là, il parle de violette austérité, mais avant et après, il parle de violente austérité. Et en fait, au début, je me suis dit, mais est-ce une coquille? Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que pour moi, le vert de violette, la feuille, cette odeur de feuille de violette est tellement caractéristique de l'odeur du mimosa naturel, celui qu'on peut sentir quand on est justement dans cette forêt de mimosa. J'ai trouvé ça extrêmement troublant et je me suis même demandé si de manière inconsciente, Francis Ponge n'avait pas perçu cette odeur de feuilles de violette. Parce que je sais qu'il connaissait l'odeur de la feuille de violette. Oui, il connaissait très bien la violette, parce que non loin de son village, le Bar-sur-Loup, c'était à Tourette-sur-Loup, et la capitale de la violette, n'est-ce pas? Capitale française. Évidemment, à Parme, en Italie, on connaît aussi la violette, bien sûr. Mais à Tourette, la culture de la violette est à ce point conjuguée avec aussi, il y a des glaces à la violette, enfin des plats où la violette est utilisée. Enfin, Il y a un autre élément avec la violente austérité ou la violette, c'est que Francis Ponge y joue beaucoup sur l'étymologie des termes. Donc sans doute il a été frappé par le ciel bleu, comme vous le disiez tout à l'heure, qui contraste avec le jaune du mimosa. Et peut-être qu'il y a une association d'idées entre le travail sur le mot, violence et violette, et en même temps peut-être une intuition de cette note que peut-être on sent dans le... Donc je vais vous faire découvrir un grain de poil soyeux. Contre toute apparence. Donc en fait j'ai combiné les différentes facettes de l'odeur du mimosa afin d'en reconstituer son odeur. Et j'ai été vraiment touché par la manière dont Francis Ponge parle du mimosa, parce que pour moi il y a tellement d'éléments qui sont olfactifs dans sa poésie. Et en fait je vais un peu rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Avec ma sensibilité de parfumeur, moi je sens plein d'odeurs dans la poésie de Francis Ponge. Je sens plein d'évocations olfactives. Et dans le cas du mimosa, la facette soyeuse, la facette poudrée, la violette, le côté envoûtant, et même le côté solaire, puisqu'il décrit le mimosa comme un arbuste solaire. Alors moi j'ai une question, c'est qu'est-ce que vous m'avez dit, au fond pour moi c'est une odeur joyeuse. Oui. La joie c'est une humeur, comment on traduit une odeur joyeuse en parfumerie? Justement, alors il n'y a pas une recette universelle, mais dans le cas du mimosa, moi je pense que cette facette solaire qui est traitée avec des notes fleurs d'oranger et des substances qu'on appelle des salicylates, provoque quelque chose qui est de l'ordre du plaisir et de la joie. Et je trouve la démarche d'être le plus fidèle possible à la réalité très intéressante. Et ça m'évoque le mythe de Zeuxis, ce peintre grec qui a peint des fresques et avec des grappes de raisin.
et les oiseaux s'y trompaient et essayaient de picorer les grappes de raisin peints par Zeuxis. Et en fait, c'est une partie du métier d'artiste, de la création, c'est-à-dire il y a un côté illusionniste, c'est-à-dire qu'on prend plaisir à créer l'illusion et à tromper notre monde. Et c'est un peu jouissif en tant que créateur de créer l'illusion. C'est vraiment quelque chose de très agréable. Et je pense que ce mythe est fondateur en histoire de l'art parce que c'est aussi quelque chose qui exprime une maîtrise technique. Et on sait, la création artistique, c'est de l'imaginaire, de la liberté créative, mais aussi de la maîtrise. Je pourrais ajouter, en vous écoutant, j'ai pensé à deux termes utilisés par mon père, l'objet et l'objoie. N'est-ce pas? Il y a l'objet, le jeu et joie. C'est lié ensemble. C'est-à-dire on arrive à une jubilation, le prof, en essayant de faire cette description, d'en tirer tous les éléments. Et c'est un peu, ça décrit un peu aussi votre démarche. Oui, c'est extrêmement. On arrive à cette jubilation. C'est vraiment jubilatoire, et à tel point qu'on n'arrive plus à s'arrêter. Et je comprends pourquoi aussi Francis Ponge, finalement, dans La rage de l'expression, écrit ce qu'il appelle des dossiers ou des carnets, où il tourne autour d'un sujet afin de se rapprocher de la forme la plus parfaite, la formule la plus parfaite qui soit. Et c'est aussi une démarche de parfumeur. C'est-à-dire que l'objet mimosa, c'est quelque chose que je travaille depuis des années, et encore aujourd'hui, maintenant, je travaille un mimosa pour homme. Et c'est extrêmement... La matière elle-même est inspirante, et l'aspect jubilatoire. Après, bien sûr, si on continue l'exercice, on peut prolonger l'exercice, un peu comme la série des nymphéas de Monet, et finalement oublier le sujet lui-même et peindre la peinture, c'est-à-dire faire de l'art pour l'art. Et du coup, à la fin de la série des nymphéas, on se retrouve sur quelque chose qui est peut-être presque abstrait finalement. Mais c'est une démarche très intéressante de tourner autour d'un sujet pour en tirer la quintessence. Et au fond, pour arriver à faire le tour du sujet, presque il faut, en littérature et en olfaction, j'ai l'impression, convoquer aussi les autres arts. On est dans la synesthésie en permanence, parce que le vocabulaire est limité apparemment en français pour dire les odeurs, pour dire les senteurs, mais on a en fait différents moyens. Il y a ce moyen de la métaphore et de l'analogie avec les autres arts. Ce serait peut-être le moment de terminer sur un autre texte qui est celui de la guêpe. Alors peut-être qu'on va pouvoir lire le passage de la guêpe, donc qui suscite beaucoup d'impressions musicales, de sonores. Armande, peut-être vous voulez lire le... Elle semble vivre dans un état de crise continue qui la rend dangereuse. Une sorte de frénésie ou du forçainerie qui la rend aussi brillante, bourdonnante, musicale qu'une corde fort tendue, fort vibrante, et dès lors brûlante ou piquante, ce qui rend son contact dangereux. La guêpe peut être encore dite la forme musicale du miel, c'est-à-dire une note majeure, diésée, insistante, commençant faiblement, mais difficile à lâcher, poissante, claire, avec des alternances de force et de faiblesse. Alors on voit qu'il y a énormément de termes d'ailleurs qui font penser à l'univers de l'olfaction, parce que note, oui, c'est à la fois l'odeur et la musique. Hein. Tout à fait. C'est déjà riche de vocabulaire technique presque. Et peut-être on peut commencer à évoquer cette question du bourdonnement, c'est-à-dire quel parallèle on peut faire entre cet aspect musical et l'olfaction. Alors, j'ai créé une composition en hommage à la guêpe, en m'inspirant de la guêpe, que j'ai appelée chaudron à confiture volant. C'est un terme de Francis Ponge. Et dans laquelle j'ai utilisé des notes dites boisées-ambrées. Donc ces notes boisées-ambrées, ce sont des notes qui sont très verticales, qui vibrent et qui, pour moi, en parfumerie, peuvent vraiment symboliser
cet aspect musical, c'est-à-dire le bourdonnement des ailes d'une guêpe. Bourdonnement, miellitude. Voilà, alors je trouve que cette série de textes sur la guêpe, je la trouve très drôle. Déjà, il y a cette formule que je trouve magique. Francis Ponge décrit la guêpe comme un chaudron à confiture volant hermétiquement clos, mais mou, le train arrière lourd basculant en vol. Je trouve que c'est super drôle. Il fait une analogie aussi entre la guêpe et le tramway électrique. Ça c'est pareil, c'est une analogie sonore, puisqu'il parle de quelque chose de muet, au repos, et puis de chanteur en action. Et donc, donc j'ai voulu aussi retranscrire un peu l'humour de Francis Ponge dans cette composition, et donc j'ai surdosé les notes boisées ambrées, qui sont des notes boisées qui sont assez fortes, violentes, et qui peuvent piquer le nez. Et en fait, avec cette composition parfumante, j'avais envie de vous piquer le nez comme une guêpe peut vous piquer. Je vais y arriver. En tout cas, ça pique la curiosité. Ouais, ça pique la curiosité. Je trouve que cette odeur est sucrée. Oui, alors elle est sucrée parce que... Alors, il y a quelque chose que je trouve aussi très drôle dans cette série de textes, c'est qu'en fait, la guêpe ne produit pas de miel. Ce sont les abeilles. Et donc, je trouve que Francis Ponge est un peu un coquin en décrivant la guêpe comme un chaudron volant, parce qu'en fait, la guêpe va voler éventuellement le miel de la ruche des abeilles, mais ne produit pas de miel elle-même. Et donc, ce faisant, je n'ai pas pu m'empêcher, pour décrire la guêpe, d'utiliser des notes sucrées, confiturées, de miel, et poursuivre la même démarche. Très sensible. Alors, les notes sucrées, on les produit comment? Alors en fait, les notes sucrées, c'est aussi une illusion, parce que la sensation sucrée, c'est une sensation gustative qui se situe dans la bouche, mais il existe des composants qu'on appelle par exemple le veltol, qui simulent cette sensation de notes sucrées. Là, c'est très clair, c'est très sucré. L'odeur, enfin, ce parfum est... Et il est à la fois sucré et piquant. Oui. Et c'est un peu comme ça que je voulais résumer la guêpe. Ça chatouille un peu. Oui, ça chatouille un peu. Mais, oui, on voit en fait qu'il ne s'agit vraiment pas d'illustrer la poésie de Ponge, il s'agit de créer à son tour, et donc de proposer même une œuvre et un équivalent. Je ne sais pas si vous accepterez la formule, mais finalement vous égalez le maître. Merci. Peut-être qu'on peut avoir des questions. Non, pas de questions, beaucoup de gens qui auraient aimé sentir. Ah. Beaucoup de gens qui auraient souhaité sentir. L'odoraman n'est pas encore inventé Alors, pour le compliqué. Du coup, on peut peut-être revenir sur certains points que je trouvais intéressants. Très bien. Comme l'aspect verbal de la composition et l'expression de Francis Ponge. Et je voulais juste dire que la parfumerie, c'est pour moi aussi un art verbal. Si je fais allusion à la définition de cet historien de l'art, Daniel Arras, qui qualifiait les arts comme verbal ou non verbal. Et je trouve que les ingrédients qu'on utilise en parfumerie sont les mots du parfumeur, et qu'en les combinant, il peut créer des phrases olfactives et raconter des histoires, et peut-être mettre un peu de poésie dans ses parfums. Alors j'ai une question. Est-ce que Francis Ponge portait du parfum? Pardon? Est-ce que Francis Ponge portait du parfum? Eh bien, mon père se parfumait, mais faiblement. Il utilisait plutôt l'eau de Cologne Jean-Marie Farina. Bien saisi. Non, mais ça correspond à une époque aussi.
Je crois que notre échange pour aujourd'hui est terminé. Je remercie tout le monde de nous avoir suivis et puis je vous dis à très bientôt. Merci à tous.